Alors, nous revoilà donc pour parler des applications linéaires en dimension finie, donc qui est une des parties de ce chapitre des espaces vectoriels en dimension finie. Je vous rappelle que le principe de ce chapitre, c'est de voir toutes les particularités, en tout cas c'est les principales, lorsque votre espace vectoriel, notamment votre espace vectoriel de départ, est de dimension finie. Alors de dimension finie, je vous rappelle, ayez la définition en tête, mais il y a aussi finalement cette vision en français dans le texte. Pour avoir un espace en dimension finie, il faut et il suffit que vous ayez une famille de vecteurs finis, c'est-à-dire avec un nombre fini dedans, qui permettent d'engendrer un espace vectoriel, c'est-à-dire de par combinaison linéaire de représenter tout l'espace vectoriel. Et en plus, il faut que cette famille soit libre. Voilà. Bon, notez qu'à partir du moment où vous avez une famille génératrice finie, quitte à prendre la bonne sous-famille, vous arriverez à tomber sur une base. Donc par rapport aux espaces vectoriels et aux applications linéaires, on avait parlé donc du théorème du rang. Donc le théorème du rang, je ne vous le rappelle pas ici, on l'a revu en TD. Ce théorème du rang, il est fondamental parce qu'il nous donne la possibilité, quand on connaît la dimension soit de l'image, soit du noyau, donc qu'on a caractérisé l'un ou l'autre, d'avoir la dimension complémentaire. Alors nous, on va s'intéresser dans un deuxième temps à un caractère particulier. Donc on a vu les applications linéaires, les définitions qui ont été vues précédemment sont toujours valables en dimension quelconque. Il y a une notion qui est importante et qu'on va retrouver, alors pas forcément pour les espaces vectoriels, mais tout court, c'est la notion ici d'isomorphisme, et la notion du coup d'espace vectoriel isomorphe. Alors, la définition est relativement simple. C'est une définition qui repose tout simplement sur le fait de savoir ce qu'est un isomorphisme et qui amène à une relation entre des ensembles. Donc on prend E et F, deux espaces vectoriels. On va les prendre de dimension finie. Pourquoi? Parce que nous on travaille en dimension finie. Alors la définition que je vais donner serait à peu près identique pour la partie isomorphe, mais pour la propriété qui s'ensuit, c'est lié à la dimension finie. Donc, on dit que E et F sont isomorphes. Donc isomorphe, pour vous en rappeler, il y a le morphe de morphisme, et il y a le iso de identique. Alors, il y a une notation pour les isomorphismes. Donc la notation, on l'a vu en TD rapidement, c'est une notation d'à peu près égale. D'accord? Donc c'est une notation entre ensembles. S'il existe un isomorphisme, donc autrement dit, s'il existe une application f appartenant à L de E dans F, bijective. D'accord? Alors notez qu'on ne vous demande pas de la spécifier. Ils sont isomorphes à partir du moment où il existe une application. Ça c'est important à comprendre, c'est que s'il y en existe plusieurs, bien évidemment la plupart du temps il en existera potentiellement une infinité, mais ce qui est important c'est ici ce une. D'accord? Stage, on va éviter les fautes d'orthographe. Donc s'il existe une application f appartenant à L de f bijective. Alors je rappelle que cette application bijective, c'est donc ce qu'on appelle un isomorphisme qui donne le nom à la relation entre les lignes. D'accord? Tout ceci ici là, c'est ce qu'on appelle un isomorphisme. Un isomorphisme, c'est une application linéaire bijective. D'accord? Donc ça c'est la définition. Alors il se trouve que
la proposition, donc on va mettre définition, proposition. Comme ça, on va conserver les mêmes hypothèses. On a une caractérisation en dimension finie qui est très intéressante. Donc, E est isomorphe à F si et seulement si dimension de E est égale à dimension de F. Donc, vous voyez, la proposition, elle, est extrêmement simple. La définition, elle, n'est pas très compliquée, mais la proposition, elle, c'est une proposition qui se retient très facilement. Dès lors que deux espaces sont de dimension égale, deux espaces vectoriels, vous pouvez affirmer qu'il existe ici une application bijective entre les deux. D'accord? Alors bien évidemment, il peut y avoir le cas particulier où E est égal à F, mais on reviendra dessus plus tard. Alors cette définition, elle nous amène à plusieurs choses. Elle nous amène à se rendre compte de, finalement, deux choses importantes. La première chose, c'est une manière de montrer que deux espaces sont isomorphes. Mais la deuxième chose plus importante, c'est de se rendre compte que dès lors qu'on a deux dimensions, deux espaces de dimension égale, cet isomorphisme, je vais mettre la remarque tout de suite, et on verra pour la démonstration. Donc dès lors que dim de E est égal à dim de F, cet isomorphisme, cette application, nous dit qu'on est capable de passer de E à F, et réciproquement, sans problème. D'accord? Donc dès lors que dimension de E est égale à dimension de F, on sait que l'on peut passer finalement de l'un à l'autre et réciproquement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire passer de l'un à l'autre? La plupart du temps, ça amène à représenter les choses de manière différente, mais de manière finalement équivalente. Alors ce terme d'équivalence, on reviendra dessus, il y a un terme plus précis, mais cet isomorphisme, c'est un isomorphisme de représentation. D'accord? Autrement dit, on peut représenter facilement un ensemble par un autre. C'est ce qu'on appelle les isomorphismes de représentation. Alors, des isomorphismes, vous en avez plein. Alors notamment, vous en avez plein en tête sans vous en rendre compte. Si on prend un petit exemple, hein, avant de passer à la démonstration. Donc, un exemple très simple, mais que vous utilisez très facilement, c'est C en tant que R espace vectoriel. Si vous prenez C en tant que R espace vectoriel, dimension de C, c'est égal à 2. On ne va pas revenir dessus. Et cette dimension de C est égale à 2, nous dit que, par rapport à ce qu'on vient de dire, justement, dès lors qu'on va trouver un espace vectoriel de dimension 2, on peut très bien mettre une relation entre les deux. Alors, la relation que vous avez mis facilement, vous, entre les deux, ou qui a été naturelle chez vous, bah, c'est de prendre un espace de dimension 2 qui est ici R carré. Je rappelle, par rapport à ce qu'on s'est dit, on a la dimension de C qui est égale à 2, on a la dimension de R carré qui est égale à 2. Cela veut dire qu'ici, on a C qui est isomorphe à R carré. Alors si je veux préciser, je vais mettre un petit R en dessous pour préciser le corps. Pourquoi? Parce que je rappelle que si C est dans le corps C, à ce moment-là, cette dimension n'est que de 1. Pour avoir une dimension 2, il faut être évidemment dans le corps R. C'est bon pour tout le monde? Alors, on sait non seulement
par la proposition qu'ils sont isomorphes, et on sait donc qu'il existe ici un isomorphisme entre les deux. Donc on sait qu'il existe finalement F appartenant. Alors, l'ensemble des isomorphismes, on l'avait noté, hein. Donc, par exemple, on prend de C dans R carré. Alors, si on veut en exhiber un, donc ça, on sait qu'il existe, mais on peut dire effectivement qu'on en connaît au moins un, et je vous amène à considérer donc cette application de C dans R carré. Est-ce que vous pourriez me donner assez facilement une application qui va de C dans R carré, qui est naturellement linéaire et qui est bijective? N'hésitez pas. Qu'est-ce que vous pourriez proposer? Encore une fois, ces isomorphismes, en fait, ce sont des noms compliqués pour dire des choses que vous avez pris l'habitude de faire. Et qui sont tellement naturels pour vous que vous, en fait, un isomorphisme de représentation, c'est presque une égalité dans votre tête. C'est juste un changement de registre. Or, c'est plus que ça, algébriquement. Le module de Z. Ah non, non, Corentin. Alors, le module de Z, déjà, n'atterrit pas dans R carré. D'accord? Ça, c'est la première chose. Et en plus de ne pas être avec des images dans R carré, ce module n'est pas du tout injectif, hein. Deux nombres complexes peuvent avoir le même module sans être égaux. Une autre proposition? Alors effectivement, et si on veut le dire de manière sans avoir cette décomposition directe, la manière quelque part la plus représentative et la plus indépendante pour le faire, c'est l'application qui a Z associe donc effectivement le AB de A plus IB, mais on verra que ça nous amène plutôt à une définition de matrice qu'on verra après. Ça nous amène à au couple constitué de réel de Z et de imaginaire de Z. Et si vous regardez cette application, c'est bien une application qui va de C dans R carré. Cette application est injective. Pourquoi? Parce que si vous avez à la fois réel de Z et réel de Z' qui sont égaux, idem pour imaginaire de Z et imaginaire de Z', vous avez Z qui est égal à Z'. Et c'est une application qui est également surjective. Alors au passage ici, hein, la surjectivité, on verra que dans le cas de l'égalité des dimensions, tout simplement en passant par la notion du théorème Durand, on a tout simplement l'injectivité qui est déduite. D'accord? Voilà. Donc voilà typiquement pour ce genre d'application. Ça, c'est un exemple simple d'application que vous connaissez. Et pourquoi je parle d'isomorphisme, notamment de représentation? Parce que regardez, vous, quand vous passez de C à R carré, cet isomorphisme, en fait, c'est celui qui vous permet de passer du complexe à autre chose qui est complexe. Ceci, en fait, c'est ce que vous faites quand vous prenez un point du plan complexe. D'accord? Donc il faut comprendre qu'en fait, ces isomorphismes sont des choses qui sont plutôt pratiques. Indépendamment du nom qui est compliqué, c'est très pratique parce que ça nous permet assez facilement de passer d'une représentation à une autre. Donc l'objet n'est pas identique, d'accord? L'objet couple de R carré, ce n'est pas la même chose qu'un complexe. Par contre, on est capable de passer bijectivement de l'un à l'autre. Et c'est à ce titre-là, cette bijection est extrêmement pratique. Voilà. Alors, si on veut revenir un petit peu sur ce qu'on a dit, et qu'on veut essayer de voir si on peut démontrer des choses. D'accord?
Donc je vous rappelle, nous on veut démontrer que... Alors non, on va pas démontrer cette partie-là. C'est un peu compliqué en fait. On va plutôt aller directement à un corollaire. On pourrait, mais on a d'autres démonstrations qui sont prévues aujourd'hui. Alors, un corollaire qui va nous intéresser par rapport à ceci, c'est la dimension de L de E dans F. D'accord? Donc on a vu ce qu'était la dimension de E croix F la dernière fois. Et on peut se poser la question de savoir quelle est la dimension de L de E dans F. Donc je vous rappelle que si E est un espace vectoriel, F est un espace vectoriel, la dimension de l'espace des applications est lui-même un espace vectoriel. D'accord? Et il se trouve que cette dimension, c'est le produit des dimensions. Ça, c'est à connaître. Alors vous verrez, ça sera naturel parce qu'on parle d'isomorphisme, mais ça va être naturel dans la partie suivante, donc dans la partie 3 du cours. Alors, hop, voilà. Donc ce corollaire, c'est un corollaire qui n'est pas compliqué, mais qu'il faut retenir dès lors qu'on met en place un ensemble d'applications linéaires. Alors si on veut s'intéresser typiquement à démontrer ce genre de choses, à quoi ça correspond? Alors, si on veut utiliser justement la proposition, ça revient à montrer quoi? Cela revient à montrer, étant donné qu'on veut montrer que la dimension d'un ensemble est égale à autre chose, bah, l'idéal, ça serait à ce moment-là à montrer qu'il existe un isomorphisme entre quelque chose qui est ici L2 dans F et un autre espace qui est de dimension 2 fois dimension de F. Donc cela revient à montrer quoi? Bah, que L de E dans F est isomorphe à un espace de dimension qui est égal à la dimension de E fois la dimension de F. Alors, est-ce que vous connaissez ici tout simplement un espace de dimension 2 fois dimension de F? Un espace simple, hein, sous-entendu. Alors, il y a un espace qui n'est pas compliqué, c'est cet espace de dimension F puissance P, avec P qui va être la dimension de E. Donc, je rappelle juste que F croix F, en fait, on a la dimension de F croix F, qui d'après ce qu'on avait vu précédemment, c'est la dimension de F plus la dimension de F, qui est égale à 2 fois la dimension de F. Donc la dimension de F puissance P, c'est égal à P que multiplie la dimension de F. D'accord? Donc on a notre espace avec lequel finalement on veut établir un lien d'isomorphisme entre donc L2 dans F et FP. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une application qui va de L2 dans F et qui atterrit dans F puissance P, et on va montrer que
cette application est isomorphe. Voilà, hop. Voyons voir. Hop, j'ai perdu. Ah voilà. Hop. Alors ici, si je fais ça, donc on veut montrer que ceci est isomorphe. Alors ceci, pour l'instant c'est juste une application. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on pourrait chercher une application qui convient. Bon, je vais vous donner l'application ici. Cette application, elle va à une... alors on va peut-être pas mettre F ici. Voilà. Bon, si, on va mettre F, on va en mettre une autre. Donc ici, on va prendre une application qui va de E dans F, qu'on va appeler G. Alors faites juste attention, hein, dans ce mode-là, on a des natures très différentes de G et de F. F et G d'habitude sont à peu près de même nature. Ici, F c'est une application qui va d'un espace des applications vers un, un PUplay de valeur de F, alors que G c'est une application qui va de E dans F. On va considérer l'application qui à G associe G de E1 jusqu'à G de EP avec tout simplement E1 EP, une base de E. D'accord? E est de dimension P, donc bien évidemment on peut trouver ceci qui est une base de E. Alors, la mise en place est un peu compliquée, mais encore une fois, on se donne une application qui va de l'espace dont on cherche la dimension à un espace dont on connaît la dimension. On veut montrer qu'elle est isomorphe. Si on montre qu'elle est isomorphe, on a montré l'égalité de la dimension de L2 dans F avec l'autre dimension. Donc, pour montrer qu'elle est isomorphe, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que deux choses. Est-ce que F est injective et est-ce que F est surjective? Alors, pour montrer que F est injective, je vous rappelle, pareil, il y a une définition de l'injectivité. Donc, soit finalement ici U qui est égal, on va mettre à x1 jusqu'à xp, qui appartient à f de p, et v qui est égal à y1 yp, qui appartient à f de p. Ah, attendez, là on s'est un petit peu fourvoyé, pardon. On était un petit peu trop vite. Hop. On va faire ça autrement. Donc, l'injectivité, je vous rappelle la définition générale que je peux mettre en gris. Si vous avez une application ici, f, qui va de grand A dans grand B, elle est injective si, pour tout x, y appartenant à A, f de x égale f de y implique que x est égal à y. D'accord? Donc ça, c'est la définition de l'injectivité. J'ai remis simplement ici avec A et B. Donc là maintenant, grand A c'est L2 dans F, et grand B c'est F de P. Donc on va partir de deux éléments de L2 dans F, donc soit ici G1 et G2, tel que on ait F de G1 qui soit égal à F de G2. Et le but est de montrer que G1 est égal à G2.
Si f de G1 est égal à f de G2, alors on a G1 de E1 jusqu'à G1 de EP qui doit être égal à G2 de E1 jusqu'à G2 de EP. Ça, j'applique simplement la définition de mon application en haut. D'accord? Elle s'applique sur une application de E dans F et elle renvoie un PUPLE. Mais si j'ai cette égalité qui est vraie, maintenant j'ai une égalité, d'accord? Cette égalité ici, c'est une égalité sur un PUPLE. À quelles conditions est-ce que deux PUPLE sont égaux, ou de manière générale deux vecteurs égaux, à condition que chacune des composantes soit égale. Donc ça nous amène à dire que pour tout, alors on peut prendre pour tout K, appartenant ici à 1P, nous allons avoir G1 de E1 qui est égal à G2, enfin de EK, pardon, qui est égal à G2 de EK. Alors, a priori, c'est pas suffisant pour avoir l'égalité des applications. D'accord? Parce que je rappelle que l'égalité des applications, c'est à condition que l'image de tout élément par l'une soit égale à l'image de tout élément par l'autre. Et comment on va le voir dans la partie d'après, sur l'image des familles libres et génératrices, il se trouve ici, en fait, tout simplement, qu'on va avoir, par la simple égalité sur les vecteurs de la base, et c'est ce qui sera fondamental par la suite, la simple égalité sur les vecteurs de la base va nous amener à une égalité sur les applications. Alors pour s'en rendre compte, on va prendre pour tout x appartenant à E, qu'est-ce qui va se passer? Pour tout x appartenant à E, il existe ici une unique combinaison linéaire, qu'on peut appeler tout simplement lambda 1 jusqu'à lambda p, appartenant ici à K, et ce sont des scalaires, tels que x puisse se décomposer selon les EI. C'est le but d'être une base. D'accord? Donc pour tout x, il existe ceci. Ça implique à ce moment-là que G1 de x, bah, c'est égal à G1 de lambda 1 E1 plus lambda P EP. Mais n'oublions pas que notre application G1, c'est une application linéaire. Autrement dit, cette image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Mais d'après ce qu'on vient de dire précédemment, d'accord? Si je reprends par exemple cette partie-là, ici, cette partie-là, je peux la réutiliser maintenant pour remplacer chacun de ces termes ici par la même chose en fonction de G2. Et si je fais ceci, bah, ça m'amène à me dire que le G1 de x, bah, c'est tout simplement lambda 1 G2 de E1 plus lambda P GP G2 de EP. Et toujours par linéarité ici de l'application, mais maintenant G2, bah, c'est G2 de lambda 1 E1 plus lambda P EP. Or, lambda 1 E1 plus lambda P EP, c'est G2 de x. Donc ça nous amène à dire que G1 est égal à G2, parce qu'on l'a montré pour tout x. D'accord? Donc on a montré que pour tout x appartenant à E, G1 de x était égal à G2 de x. Donc vous voyez, ces raisonnements, je dis pas qu'ils sont faciles,
Mais encore une fois, ils doivent vous montrer un petit peu comment manipuler les différents concepts. Et ces différents concepts, et c'est souvent le cas en algèbre, il n'y en a aucun qui est superflu. Si vous passez outre finalement un certain nombre de choses, vous passez à côté de la démonstration. Donc, pourquoi est-ce qu'on a montré qu'elle est injective? Et c'est pour ça que j'utilise d'autres couleurs. On est parti de G1 et G2 qui étaient tels que f de G1 est égal à f de G2, et on est arrivé à la conclusion que nécessairement G1 était égal à G2. Donc ça nous montre qu'on a ici f qui est injective. Alors, il reste à montrer maintenant que f est surjective. Donc pour le montrer que f est surjective, je dois pareil me rappeler de la définition de la surjectivité. Donc en gris avec les notations au-dessus, je vous rappelle, la surjectivité, elle, c'est l'existence. C'est pour ça qu'il est important dans vos définitions de vous rappeler de ce qu'il y a dans les quantificateurs, mais également de ce qu'il y a en français dans le texte. Et d'avoir ces deux visions-là. La surjectivité d'une application, c'est tout simplement, je prends un élément dans l'espace d'arrivée, et je peux dire que c'est une image d'un élément de l'espace de départ. Autrement dit, pour tout Z appartenant à B, il existe un X appartenant à A tel que Z soit égal à f de X. D'accord? Donc voilà pour la surjectivité. Alors ici, ça revient donc à quoi? Ça revient à partir d'un élément de l'espace d'arrivée. Alors cet élément de l'espace d'arrivée, on peut l'appeler U. Donc soit U qui est égal à, alors tout simplement on peut l'appeler Y1 jusqu'à YP, appartenant à K de P, et nous on veut montrer qu'il existe un antécédent par F, qui donc est une application de E dans F. Donc on cherche ici quoi? On cherche G appartenant à L de E dans F, tel que on puisse avoir U qui est égal à F de G, qui soit donc égal à ici G de E1 jusqu'à G de EP. Alors, comment faire ceci? Et ça va revenir à des propositions qu'on va faire par la suite, qui seront finalement dépendantes des démonstrations qu'on est en train de faire, c'est pour ça qu'on les fait ici, parce que les démonstrations qu'on fait là, finalement, sont des propositions à part entière, qu'on a simplement utilisées dans le cas des isomorphismes d'espace vectoriel. La question qui se pose finalement, c'est vous avez une base de grand E, et la question c'est de savoir, est-ce que l'image de cette base de grand E est encore génératrice de grand F? En l'occurrence ici, de ce U. Alors, comment se poser la question? Donc, une autre manière de voir les choses, c'est peut-on trouver G appartenant à L de E dans F tel que nous ayons tout simplement ici, alors, nous ayons tout simplement, alors notre égalité va nous donner ici que U doit être égal à F de G. Autrement dit, vous voulez montrer que G de E1
jusqu'à G de EP sera égal à Y1, YP. D'accord? Donc la question sous-jacente, c'est est-ce que je peux faire ça avec G? Alors, E1, EP, souvenons-nous, c'est une famille génératrice, notamment, de grand E. Attention, c'est pas ici, c'est pas KP, hein, c'est FP. Donc E1EP, c'est une famille génératrice de grand E. Étant donné que c'est une famille génératrice de grand E, une autre manière de dire les choses, c'est que pour tout X appartenant à E, il existe lambda 1, lambda P, qui sont eux par contre des scalaires ici, tels que X soit égal à lambda 1 E1 plus lambda P EP. Première chose, d'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est de savoir est-ce que quand on va prendre l'image de f de E1 et f de P par G, est-ce qu'on peut avoir encore une famille génératrice? Donc la question ici, c'est maintenant, est-ce que ceci est génératrice? Tout simplement, on regarde un petit peu ce qu'on a là. On a G2E1 d'une part, on a G2EP, on a Y1 et YP. Première possibilité, c'est si je prends G2X, comme on l'a vu précédemment, G2X, ça va tout simplement être égal à lambda 1 G2E1 plus lambda P G2EP. Donc ça, c'est par linéarité. La question, c'est est-ce que finalement chacun de ces Y1 peut être vu ici comme un G2E1? Et idem pour les YP. D'accord? Donc, si on résume ce que l'on veut faire, on veut que G2E1 soit égal à Y1 et on veut que G2EP soit égal à YP. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire du coup? Est-ce que c'est compliqué en fait? Si vous posez la question, est-ce que c'est difficile de trouver une application qui, pour E1, d'accord, ce qu'il faut bien voir, c'est que Y1 et YP sont définis avant G. Donc G dépend de Y1 et de YP. Est-ce qu'il est difficile, en fait, quand on sait ce qu'on veut obtenir ici, de définir G comme devant vérifier ceci? La question est à la fois simple et pas si simple que ça. Si je suis dans les réels et que, par exemple, sur R carré, et que je vous dis, déterminez-moi une application telle que G de 1, 0 soit égal à 1 et G de 0, 1 soit égal à 2. La question c'est est-ce que vous saurez le dire? Bah, il faut se baser sur ce qu'on connaît, d'accord? Encore une fois, G, c'est une application ici qui va de E dans F. Et il faut bien voir, je peux même mettre l'unicité ici, si je rajoute la liberté. Ici,
si vous regardez bien, à partir du moment où vous dites que G va de E dans F, une manière, par exemple, alors c'est pas une manière très simple, hein, mais c'est une manière qui est sans équivoque. On va l'effacer ici. Hop. Oula. Décidément. Voilà. Quand vous reprenez du fait que la famille est libre et génératrice, ce qu'on a écrit là, donc si on passe un petit peu de temps sur tous ces concepts, parce qu'encore une fois, ce sont des concepts très importants. Donc ici, ce qu'on a vu là, la famille est libre et génératrice. Donc finalement, quand on regarde à quoi correspond E, E, si on regarde bien, c'est la somme directe de vect de E1 plus vect de E2 plus jusqu'à vect de EP. D'accord? Ce qui nous amène encore une fois à ici cette définition qu'on s'est donnée. Et si on prend G tout simplement qui va donc de E dans F et qui a X qui s'écrit de manière unique, parce que je rappelle ici l'unicité, ce qui est écrit là, qui s'écrit de manière unique comme étant lambda 1 x1, enfin lambda 1 pardon E1 plus jusqu'à lambda p EP, si à cet élément-là, donc je prends G qui à cet élément-là va associer quoi? Va associer tout simplement ici un élément qui sera, je vous rappelle, tel que G2E1 doit être égal à Y1 et tel que G2P doit être égal à YP. Donc qu'est-ce que je vais choisir? Ben, je vais tout simplement choisir lambda 1 Y1 plus lambda P YP. Et celle-ci, si vous regardez bien, elle convient. D'accord? La question initiale, c'est peut-on trouver ici G appartenant à L2 dans F tel que G2E1 jusqu'à G2P soit égal à ceci. Moralité, si on prend celle-ci, ça suffit. D'accord? Et c'est basé sur la décomposition selon E1 et EP. Alors j'espère pour tout le monde que cette application est bien linéaire, ça c'est la première chose. Et autre chose, il est évident que lambda 1 y1 plus jusqu'à lambda p yp est bien un composant de f. D'accord? Moralité, arrivé à ce stade-là, vous avez montré que f était bien surjective et bijective. D'accord? Donc f est bien bijective. Et comme c'est bijective, on a bien l'isomorphisme. Voilà. Donc d'où l'égalité des dimensions. Alors encore une fois, c'est le genre de démonstration qui, en première année, est un petit peu compliqué, mais c'est important de voir surtout comment s'articulent les différents concepts. Ça, c'est fondamental. D'accord? Alors avant qu'on poursuive, parce qu'on a passé pas mal de temps dessus, est-ce qu'il y a des questions? Et s'il y a des questions, bah, on va prendre 2 minutes pour y répondre. Bon, écoutez, il n'y a pas de questions pour le moment. Sinon, n'hésitez pas, on reviendra dessus. Donc voilà pour cette propriété, cette notion d'espace vectoriel isomorphe, et cette propriété fondamentale notamment sur la dimension
de l'espace vectoriel des applications. Alors, en lien un petit peu avec ce qu'on vient de faire, parce on va revoir des choses, c'est comment se comporte une famille libre ou génératrice lorsque finalement on lui applique une application linéaire. Donc on va pas faire toutes les démonstrations du coup parce qu'on a déjà passé pas mal de temps, mais une des démonstrations typiquement est liée à ce qu'on vient de faire. Vous allez retrouver des choses qu'on a déjà faites en fait. Donc, alors, on va permettre de passer une page, là on n'a plus de place. Voilà. L'idée de cette petite section, et ce qui peut vous servir d'ailleurs dans la pratique, hein, quand vous connaissez un petit peu des choses sur l'application en elle-même, donc c'est de partir ici d'une application de dans F, et on va prendre une dimension finie. D'accord? Encore une fois, certaines choses sont vraies en dimension quelconque, hein, même certaines qu'on a écrites. Mais disons que pour avoir la notion notamment de famille dénombrable et famille qu'on peut indexer et famille dénombrable finie, l'idéal c'est bien évidemment de se placer en dimension finie. Ici, il y a plusieurs propriétés qui sont intéressantes du coup. Et ces propriétés vont dépendre de l'injectivité ou la surjectivité de f. Donc si f est surjective, alors l'image par f alors je vais juste préciser dans un premier temps un peu ce que j'entends par là. Donc l'image par f, c'est-à-dire la famille composée des f de EI, de toute famille génératrice de E, et la famille, c'est la famille composée des EI. Donc les f de EI, à ce moment-là, forment une famille génératrice de f, de grand F, hein, attention. Quand on le dit à l'oral, il peut y avoir de l'ambiguïté, donc n'hésitez pas à l'oral éventuellement à dire petit f et grand F. Alors l'équivalent pour l'injectivité, et c'est là où c'est intéressant, à ce moment-là, l'image par f, si on a une application surjective, on conserve l'aspect générateur d'une famille, en passant dans l'espace grand F. Pour une famille injective, on va conserver en fait la liberté. Donc, autrement dit, l'image par f d'une famille libre de E est encore une famille libre de f. Alors, il y a donc, alors ça pourrait être un corollaire, hein, mais je vais le mettre en petit 3. Le petit 3, je vais quand même indiquer ici que c'est un corollaire de 1 et 2. Parce qu'il est évident que la bijectivité est constituée de l'injectivité et la surjectivité. Donc le corollaire, c'est que si vous prenez une base et que vous en prenez l'image par une famille, par une application qui est bijective, vous obtenez encore une base. Et ça, c'est important, d'accord? Image par f, image par petit f d'une base de E, c'est encore une base de f. Donc il faut bien voir simplement comment vous associez ici les propriétés. Alors si on revient un petit peu à ce qu'on a dit précédemment, ici, regardez par exemple pour l'injectivité, ça, ici ce que j'ai mis là, tout ça, en gros c'est la démonstration ici de quoi? De dire que si on a ici tout simplement
une famille qui est libre, ici les E1, EP, alors les G2, E1, G2, EP sont libres. C'est ce qu'on a mis ici dans cette partie-là. D'accord? Ça revient à ça en fait. Donc retenez simplement que si f est surjective, alors image par f d'une famille, il y a l'image, une famille génératrice de E, bah c'est génératrice de F. D'accord? Si jamais F est injective, maintenant, c'est l'image d'une famille libre de E, qui est encore une famille libre de F. Si F est bijective, bien évidemment, c'est le cumul des deux. Quand on fait l'image d'une base, qui est donc une famille libre et génératrice, vous avez encore une base. Ça, encore une fois, c'est une propriété intéressante qui nous servira fondamentalement, qui sera un justificatif fort pour faire ce qu'on le fera avec les matrices après. Alors, dernière chose avant justement de passer aux matrices d'application, on va parler des endomorphismes. Alors, les endomorphismes, je rappelle, c'est l'application linéaire quand E est égal à grand F. Donc, qu'est-ce qui se passe de plus quand on a un endomorphisme? Quand on a un endomorphisme, on a une manière très simple, simplifiée plus précisément, de montrer l'injectivité et la surjectivité. Donc tout ce que je mets ici est lié, d'accord? Parce que vous avez les moyens de montrer l'injectivité et la surjectivité d'un côté, et vous avez les conséquences de l'injectivité ou de la surjectivité. Qu'est-ce qui se passe pour les endomorphismes? Alors pour les endomorphismes, de la même manière qu'on a vu que la dimension finie ici pouvait simplifier un certain nombre de choses, quand on a à la fois E qui est égal à F et la dimension finie, ce qui peut se caractériser tout simplement par soit F appartenant L de E, donc je rappelle L de E, c'est l'ensemble des endomorphismes sur E, c'est donc L de E virgule E. Donc si on a à la fois un endomorphisme et E qui est de dimension finie, alors ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à ce moment des équivalences qui sont en temps normal totalement fausses. Donc il y a équivalence entre les propositions suivantes. Alors la première proposition, donc ici je vais mettre 1, 2, 3, 4. Donc il faut bien voir que c'est du coup ça devient, dans le cas, ici encore une fois, qui est très important des hypothèses, hein, on ne néglige pas les hypothèses, il faut qu'à la fois que grand E soit égal à grand F et que la dimension soit finie. À ce moment-là, vous avez finalement plusieurs choses, plusieurs manières de montrer les choses. Donc il y a équivalence entre F est inversible. Je rappelle que être inversible, c'est qu'il existe G appartenant à L de E tel que on est F rond G qui soit égal à l'identité ici de E. Mais ceci est équivalent aussi à quoi? À avoir F qui est surjective. Ça, c'est étonnant. Qui est d'un seul coup équivalent au fait d'avoir F qui est injective. Et donc avoir F qui est bijective. Et une dernière équivalence, c'est le fait que F transforme toute base de E en base de E.
Donc encore une fois, ces équivalences deviennent des manières différentes d'exprimer la même chose. Ça, c'est différentes. Là, ici, vous avez différentes manières de montrer la même chose. Alors, vous noterez notamment qu'effectivement, ce qui est étonnant ici, par rapport à d'habitude, c'est ceci. D'accord? Donc vrai seulement sous ces hypothèses. Et les hypothèses, c'est sous, encore une fois, dim de E fini, et que grand E est égal à grand F. Sinon, c'est faux. D'accord? Dans le cas normal, on l'a vu en TD, quand vous avez une application linéaire de E dans F, si elle est injective, elle n'est pas forcément surjective. Et si elle est surjective, elle n'est pas forcément injective. Mais dans ce cas très précis, vous pouvez parler d'équivalence entre ces concepts. Donc une autre manière de voir les choses, c'est que sous ces hypothèses, vous n'avez besoin de montrer que l'injectivité ou la surjectivité pour avoir la bijectivité. Mais j'insiste, hein, c'est sous ces hypothèses. Pourquoi est-ce qu'il est important? Parce que ces hypothèses, les deux doivent être vérifiées, sinon certains vont me faire quoi? Vont me dire, je suis sous le fait que dimension 2 est finie, j'ai une application linéaire dans des espaces de dimension finie, donc j'ai une équivalence. Non, j'ai une équivalence à partir du moment où aussi E est égal à F. Donc il suffit sous ces hypothèses de montrer, par exemple, l'injectivité pour avoir la bijectivité. Là, vous voyez, si vous me parlez de base de F, c'est que vous n'avez pas compris qu'ici, dans ce petit 4, nous sommes dans le cas où E est égal à F. Autrement dit, grand F n'existe plus par lui-même. On va de E dans E. Donc je pourrais écrire F transforme toute base de E en base de grand F, mais ça n'aurait pas de sens ici, vu que grand F est égal à grand E. Dans le point numéro 4, encore une fois, on part d'un élément de grand E qu'on transforme en un élément de grand E. C'est ça un endomorphisme. Et en plus, on le transforme de manière linéaire. D'accord? C'est bon? Alors, pour Mathis qui voulait une explication ici du petit 5, bah, c'est tout simplement si on a ici E1, EP qui est une base de E, alors on a F de E1 jusqu'à F de EP qui est encore une base de E, tout simplement. D'accord? C'est ça transformer. C'est vous transformez une famille, ça veut dire que vous regardez la famille constituée des images des vecteurs initiaux. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Donc encore une fois, ce sont des concepts importants, notamment en pratique. Parce que le cas des endomorphismes, on a travaillé après très souvent dedans. Et à partir du moment où on a travaillé dedans, il faut comprendre finalement pourquoi on peut très facilement montrer l'un et l'autre. Alors, si on veut montrer, je ne vais pas faire toutes les démonstrations hein, des équivalences, mais si on montre simplement un des points quasiment immédiats, si on veut passer typiquement de petit 3 à 4,
Pour montrer le petit a à 4, si vous partez de f injective, ça veut dire à ce moment-là que ker de f est réduit à 0 de E, et ça implique à ce moment-là que la dimension de ce noyau, c'est 0. D'accord? Ça, toutes ces choses-là, on les a déjà vues, normalement ça va assez vite à comprendre. Je rappelle qu'au passage, le F injective implique que le noyau est réduit à 0. C'est même une équivalence et c'est valable quelle que soit la dimension. Après, le passage à la dimension, c'est lié justement au fait qu'on ait seulement ceci. Voilà pour l'injectivité. Bon, très bien, mais si le noyau de F est égal à 0, la dimension du noyau de F est égale à 0, ça veut dire à ce moment-là que la dimension de l'image de F, c'est égal à la dimension de E moins la dimension du noyau de F. Ça, je rappelle, c'est le théorème d'Urand. D'accord ? Or, si j'ai la dimension de l'image de F qui est égale à ceci, ceci c'est donc égal à la dimension de E, tout court. Donc on a la dimension de l'image de F qui est égale à la dimension de E. Mais ici, n'oubliez pas que l'espace d'arrivée, c'est aussi E. Ce qui veut dire que l'image de F est incluse dans E. Parce que l'image d'une application, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. Et ça implique quoi? On a une inclusion plus une égalité de dimension. Ça implique que E est égal à l'image de F. Et ça implique donc que F est surjective. Parce que je rappelle ici que grand E est égal à grand F. Donc parfois il est vu comme l'espace de départ, ce qui est le cas ici. D'accord? Donc là, dans ce cas-là, c'est sous forme de... Ça, c'est l'espace de départ. Et ici, quand on l'écrit ici, et là, c'est l'espace d'arrivée. Et les deux sont égaux. Mais dans le rôle qu'ils jouent par rapport à ce qu'on sait, ils ont des rôles qui sont différents. Et à ce titre-là, vous avez l'espace d'arrivée ici, qui est égal à l'image, donc vous avez la surjectivité. Et une fois que vous avez la surjectivité et l'injectivité, finalement, ça vous amène ici à tout simplement en déduire que vous avez donc F bijective. Là, vous avez montré, en fait, non seulement 3 et 4, mais vous avez montré aussi 3 implique 2. Donc 3 implique 2, mais si ça implique 2 alors que j'ai déjà 3, finalement, j'ai 3 implique 2 et 3 est elle-même égale à 3, donc les deux ensemble nous donnent 3 implique 4. D'accord? Donc ça, encore une fois, c'est très important, parce que dans la pratique, vous n'avez pas besoin de montrer pour un endomorphisme que vous êtes à la fois injective et surjective. Et une autre remarque, avant de passer à la partie suivante, l'autre remarque, c'est qu'on peut s'en servir aussi par la négation. D'accord? Là, ici, on montre que si on est injective, ça suffit à être bijective. Donc ça montre aussi qu'il suffit de ne pas être injective pour ne pas être surjective. D'accord? Donc sous ces conditions, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un endomorphisme en dimension finie, soit vous êtes injective, à ce moment-là vous êtes surjective, soit vous ne l'êtes pas et vous n'êtes pas surjective non plus.
Voilà ce qu'il faut comprendre pour donc les endomorphismes. D'accord? Allez, on va passer ensuite au début d'un gros morceau. Alors, on fera pas tout aujourd'hui, hein, on va essayer simplement de définir ce qu'est une matrice d'application linéaire, et on reviendra plus tard dessus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, on essaiera de prendre un petit peu de temps à la fin. Alors, dernière partie, ici, de ce cours, encore une fois une grosse partie, une partie importante, c'est donc les matrices d'application linéaire. Donc je vous l'avais prédit depuis le début, hein, quand on a vu les matrices. Jusqu'à présent, notamment en algèbre 1, les matrices n'étaient que des tableaux de nombres. On va voir qu'elles sont beaucoup plus que ça. Donc on va asseoir un certain nombre de choses qui vont devenir finalement ensuite essentielles. Alors, on va partir tout simplement sur la définition, qui est fondamentale. Alors c'est une définition qui apporte aussi un certain nombre d'explications. Donc petit 1, définition. Et on verra après comment on peut les manipuler. Alors cette définition va nous amener ensuite à être capable de mettre en place des réelles opérations. Et on va voir que non seulement il y a une définition, hein, qu'on va imposer, mais cette définition elle est basée sur des choses fondamentales. Donc on appelle matrice d'une application F qui appartient à L de E dans F, avec dimension de E qui est égale à P et dimension de grand F qui est égale à N. Alors, c'est une matrice qui a N lignes et P colonnes. D'accord, ça c'est la première chose. Telle que la ième colonne. Alors, on a oublié de préciser quelque chose. Donc, on appelle matrice d'une application F appartenant à L de E dans F dans les bases BE de E et BF de F. On va se donner deux bases, une base de E et une base de F. Ça va ici. D'accord. Hop. Donc, cette matrice de cette application F, qui va d'un espace de dimension P dans un espace de dimension N, c'est une matrice N fois P. Et cette matrice N fois P, comment est-ce que je la construis? Je la construis telle que la ième colonne de alors, la matrice, je vais juste l'appeler, hein. Voilà, je vais lui donner un nom, hein, c'est pour faciliter notre travail. On va l'appeler matrice grand A. Allez. Donc c'est une matrice à N ligne et P colonne, et la ième colonne de A correspond au coefficient
de f de EI avec BE qui soit égal à E1 jusqu'à EP, d'accord, dans la décomposition alors vous savez quoi, je le fais pas d'habitude, mais je vais vous demander de juste prendre ça en considération, parce qu'on écrit tout le temps F et c'est bon, c'est une habitude hein, qui est prise, et c'est ce que vous trouverez la plupart du temps dans les livres. Mais pour éviter quand même un certain nombre de bêtises, d'assimilation de choses fausses, voilà, on a déjà des confusions entre grand E, grand F, petit f, ou passé à G. Vous allez voir pourquoi. Parce que ce G de I, on va le décomposer. Et on va le décomposer sur la base BF, qui, elle, on va appeler ces différents vecteurs F1 jusqu'à Fn. D'accord? Alors, tout est dit là-dedans. Maintenant, ça correspond à quoi? Donc, on va avoir notre matrice A, qui est donc une matrice ici à n lignes et p colonnes. D'accord? Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, on va avoir par exemple f de EI, enfin pas f de I parce que je suis passé à G, pardon. Alors autre chose, il y a une notation qu'on utilise souvent, qui est la matrice dans les bases BE et BF de l'application G. Et qu'est-ce qui va se passer? On va avoir G2EI qui va pouvoir être défini selon les FI. C'est normal. Donc G2I, par exemple, ça va être égal à, en l'occurrence, un vecteur. Alors, là, on va mettre des lambda pour que vous compreniez bien. Ça va être lambda 1 F1 plus lambda n Fn. Pourquoi? Parce que G2I, ça appartient à grand F. Tout simplement. Ça appartient à grand F. Et ça, c'est la décomposition sur la base. Et ceci, en fait, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Ben ça, lambda 1, on va simplement le mettre dans la matrice. Ça va devenir notre A1I. Et ça deviendra notre A1, enfin, pardon, ça deviendra notre ANI. Et qu'est-ce qui va se passer dedans, dans cette matrice? Donc, à un moment, pour la ième colonne ici, ben, je vais faire apparaître en fait ce lambda 1 jusqu'à lambda n. D'accord? Et ça sera la ième colonne. Comment est-ce que ça fonctionne, en fait? Si vous allez par là, je vais plutôt le mettre au-dessus. Donc ça fonctionne d'une manière relativement simple, c'est que vous allez avoir un certain nombre ici de colonnes. Vous allez en avoir très précisément, si vous regardez bien, vous en aurez P, autant que pour le nombre vecteur de l'espace de départ, d'accord? Ceci, ça va correspondre en fait à f de EI. Donc vous aurez aussi f de E1 jusqu'à ici f de EP, d'accord? Donc vous aurez bien évidemment ici des colonnes qui vont apparaître. Et à l'intérieur, bah, vous mettrez des choses, hein, attention. Hein. Et pour chaque vecteur de la base de départ, on va calculer son image par
pardon, par G, c'est l'habitude qui me fait écrire ça. Regardez bien à tête reposée tout ce que j'aurais fait. Donc là, ici, vous prenez l'image par votre application de chaque vecteur de la base de départ et vous l'exprimez dans la base d'arrivée. Autrement dit, ici, je me retrouve en fait à avoir lambda 1 qui est la décomposition selon F1. Ici, on aurait l'élément selon F2. Et ici, le lambda n, c'est la décomposition selon Fn. D'accord? Vous remarquez bien évidemment ici que vous avez ici n lignes et vous avez ici p colonnes. Et ici, vous avez donc n lignes. Donc vous avez autant de colonnes que la dimension ici de E, et autant de lignes que la dimension de F. Et ça, c'est donc ce qu'on appelle la matrice d'une application donnée dans des bases données. Et ça, j'insiste. D'accord? Et c'est une matrice qui est une matrice n fois p. C'est bon pour tout le monde? Donc, on verra en TD comment on construit ces matrices-là. Généralement, c'est pas très compliqué. Il suffit ici, en fait, de calculer les vecteurs de la base. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Pour une raison toute simple, qu'on peut mettre en proposition. Donc, la proposition est relativement simple, c'est que pour caractériser f ici, enfin, g du coup, pardon, pour caractériser une application qui va de E dans F, il suffit de caractériser les G de EI avec les EI qui forment une base de E. Et ça, c'est extrêmement important, d'accord, de comprendre pourquoi ça se passe comme ça. Alors pourquoi? Bah, tout simplement, et ça se montre en une ligne, si on se rend bien compte, bah, pour tout x appartenant à E, encore une fois, g de x, c'est égal à quoi? Bah, ça va être égal à g de un alpha 1 E1 plus un alpha n En. Ce qui va m'amener à alpha g de E1 plus alpha n g de En. Moralité par linéarité, ici, il faut bien comprendre que l'action d'une application est entièrement déterminée par ceci. D'accord? Ça, c'est l'action de G. D'accord? Donc, quand vous effectuez l'action de G, en fait, il va y avoir deux parties. Une partie qui va dépendre, ça c'est lié à X. Donc, l'action de G elle-même va pouvoir être entièrement déterminée par G de 1 et G de N. Les alpha 1, alpha N étant uniquement liés, en fait, à X lui-même. D'accord? Alors, une autre proposition qu'on peut faire, ici, c'est que si X appartenant à E est représenté
par ici alpha 1, on va prendre le vecteur, est représenté par grand X égale alpha 1 alpha P. Alors pardon, je vais juste remplacer N par P avant, toujours pour garder ici quelque chose de totalement cohérent. Donc si X appartenant à E est représenté par X égale alpha 1 alpha P, CF ci-dessus, alors ça je rappelle c'est être représenté dans B de E, alors G de X est représenté dans B de F par AX. D'accord? Donc ce AX, ça va me donner quoi? Ça va me donner tout simplement, ici si on regarde bien, on va avoir un, je sais pas moi, on va avoir un, on peut réutiliser un lambda 1 si vous voulez, ou juste utiliser un Y1. Hop. Vous allez avoir Y1 jusqu'à YN ce coup-ci. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait G de X sera égal à Y1 fois F1 jusqu'à YN fois Fn. D'accord? Ce qui est encore une fois fondamental et qu'on utilisera à partir de là extrêmement souvent, c'est que G de X devient entre guillemets dans le monde des matrices A de X. Là où X finalement se représente sous la forme d'un vecteur. D'accord? Alors même si on prend par exemple, hop, 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 on va refaire. Simplement attention, ça appartient à E, ça appartient ici, écrit en vert. Cet élément-là, il appartient à MP1 de K. Alors que cet élément-là, il appartient à MN1 de K. D'accord? Alors Antoine, je répondrai aux questions après, là-dessus, juste après. J'aimerais bien que les questions qui soient posées là soient sur la compréhension de ce que je viens de faire. D'accord? Comme je l'ai dit en début de cours, tu n'étais peut-être pas arrivé, le CM effectivement sera au programme de vendredi, par défaut. Qu'est-ce qu'il y aura dessus? Je peux pas vous dire. Pourquoi est-ce que alpha P au lieu de alpha N? Non, c'est un alpha P. Encore une fois, l'indice de sommation, ici, il s'arrête à la dimension de E. D'accord? Alors, Angela, les F1, c'est une base, c'est la base qu'on a choisie pour représenter la matrice. C'est une base de grand F. D'accord? Donc, les EI, c'est une base de grand E, ce qu'on a appelé la base BE. D'accord? Ici, si vous regardez bien. Donc, il faut bien comprendre que quand on représente une matrice, et on en reparlera après dans la section suivante, qui est l'isomorphisme de représentation, quand on veut représenter une application linéaire, on doit choisir d'abord une base pour l'espace de départ et une base pour l'espace d'arrivée. C'est ce qu'on a fait ici dans la définition. C'est pour ça que cette matrice-là,
elle est définie avec cette base BE de E et cette base BF de grand F. On verra par la suite notamment comment changer d'une base à une autre et qu'est-ce que ça implique sur la matrice. La matrice changera. L'application reste identique, mais la matrice changera. D'accord? Donc retenez ici surtout le processus pour construire la matrice. Pour construire la matrice, vous calculez l'image des vecteurs de la base de E et vous les exprimez par décomposition dans la base de F. Une fois que vous avez exprimé cette décomposition, vous mettez les coefficients qui vont bien. Et vous faites ça bien évidemment pour tous les vecteurs. D'accord? Et pourquoi est-ce qu'on fait ceci? Parce qu'effectivement, ici, pour caractériser finalement une application, il suffit d'avoir l'image des vecteurs de la base. C'est la linéarité en fait qui nous l'offre. Et quand on a cette linéarité, on a du coup, et c'est comment on commence à le voir ici, on reviendra dessus plus tard, mais on a une relation pour finalement effectuer l'action de G. D'accord? L'action de G, ici, devient une multiplication entre une matrice et un vecteur. Alors, on a dépassé un petit peu le temps, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a des questions ou non? Tout de suite, j'entends. S'il y a des questions, je peux en prendre encore une ou deux. Sinon, je vous laisserai revoir ça tranquillement de votre côté. Bon, écoutez, il n'y a pas l'air d'avoir de questions particulières. Donc je vous invite encore une fois à relire ça à tête reposée. Vous aurez, alors la conférence sera disponible en rediffusion sur la plateforme dans la journée. C'est pas moi qui fais le travail, c'est le serveur. Je mettrai en plus une version sur YouTube de la vidéo correspondante. Il n'y a pas le chat en même temps. Ça c'est plus la vidéo de secours. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc relisez à tête reposée entre aujourd'hui et demain. Donc demain on a un TD ensemble. Relisez à tête reposée tout ceci pour éventuellement poser vos questions. D'accord? Parce que demain, c'est la dernière séance qu'on a ensemble avant le DS, ce qui n'empêche pas de poser des questions en prévision du DS dans le forum. C'est bon pour tout le monde? Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Je vais vous souhaiter une bonne journée et bon courage pour tout. À bientôt.